Ah, ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission du vendredi 5 juin, notre dernier vendredi de l'été, parce que sinon après c'est vendredi congé. Alors c'est un vendredi libre. Bonjour Doc Maillot, bonjour Jean-François. Bon matin. José, Jean-François, nos abonnés. Oui. Alors, le show vous appartient. C'est Vendredi libre. C'est vous qui allez nous amener nos différents thèmes de discussion. Vous savez comment ça marche? Vous levez la main. Jean-François va vous prendre la main et vous amener en discussion avec nous. C'est aussi simple que ça. Mais j'aimerais ça qu'on vienne sur, pour commencer, là, pour placoter tout le monde ensemble, sur un des sujets qu'on a abordé ce matin en meeting. Il y a une incongruité là-dedans incroyable. Puis j'aimerais ça, c'est vous qui l'avez amené, j'aimerais ça que vous l'expliquiez à notre gang. Oui. Alors, on se réjouit. Québec, Sonia Lebel, ministre de la Justice, a proposé un projet de loi pour abolir la période de prescription, c'est-à-dire il n'y aura plus de limite dans le temps pour poursuivre au civil un abuseur sexuel. Et c'est surtout vrai pour les individus qui ont été abusés par des curés, etc. Alors, à première vue, Véronique Yvon, Sonia Lebel, comme larron en foire, partis politiques différents, écoute, la main dans la main, ça va bien. Mais la balance est sur le bord du chemin. C'est quoi la balance? On lit ça. Premier article du nouveau projet de loi de Sonia Lebel. Le Code civil du Québec est modifié par l'insertion, après l'article 2853, du suivant, le 2853.1. Je cite, « Une excuse ne peut constituer un aveu. » Qu'est-ce que ça vient faire là, ça, cette affaire-là? Non, mais ça ne marche pas. Une excuse ne peut constituer un aveu si vous poursuivez un abuseur sexuel il y a 40 ans, 45 ans, 50 ans. Même si l'individu a déclaré devant les Kodak ou la communauté religieuse, ben oui, on le savait qu'il faisait ça, on l'a changé de paroisse, il a continué, nous regrettons, nous Puis nous excusons. je la comprends pas. Je vous le dis ce matin en meeting, je me disais, j'essaie de faire l'avocate du diable et je ne suis pas capable. Une excuse, premier article du projet de loi de Sonia et de Véronique. Premier article, une excuse ne peut constituer un aveu, évidemment, extrajudiciaire. Surtout devant les Kodak. Mais il me Comme semble ça que se fait c'est souvent. comme la preuve ultime. Tu dis, il s'est excusé, c'est toujours bien parce qu'il a fait de quoi? Tu sais, c'est Ben comme oui, un argument à amener en cours, là. Ça te donne du l'individu, poids. de toute évidence. Alors là, d'un côté, on dit aux victimes, réjouissez-vous, alléluia. Il n'y aura plus le 30 ans de prescription. Alors, au-delà de 30 ans, vous allez pouvoir poursuivre au civil un abuseur, une communauté religieuse, tous ceux qui ont trempé là-dedans. Mais s'ils ont avoué au Kodak, aux caméras, par écrit, peu importe, ce ne sera pas amenable en preuve contre eux. C'est qui protège? Ça sert à quoi cet article-là? À protéger du monde, à protéger des communautés religieuses riches à craquer, pleines aux os. C'est évident. On ne fera pas un gros cours universitaire là-dessus ce matin. Alors, force est de constater que les communautés religieuses de petites vieilles et de petits vieux, ils sont encore puissants via leurs avocats qui, évidemment, sont relativement sensibles à la fortune de ces communautés religieuses-là. Pensez, voyons donc. Ah, voyons. Vous avez des mauvaises pensées, là. Ben oui, alors, Mme Sonia puis Mme Véronique, venant de deux femmes, si j'ai raison dans mon soupçon, C'est vous décevant. n'êtes pas forte.
Moi, juste pour conclure là, sur cette nouvelle-là, on ne l'a pas abordé, là, cet angle-là, ce matin. J'ai amené une petite affaire, mais il me semble que déjà, gars, je ne devrais pas dire ça parce que ça va me nuire un jour, j'en suis certaine. OK? Mais en tout cas, moi, là, je ne suis pas capable de tout me souvenir parfaitement de v'là 5 ans. OK? De tel événement, je portais quoi comme vêtement, lui, il portait quoi comme vêtement, ça s'est passé à telle place, à quelle heure, tu avais mangé quoi pour dîner. Moi, je n'ai pas cette mémoire-là. OK? Fait qu'en cause, je ne serais pas bonne, moi. Je ne serais pas bonne. Mais comment on... Là, c'est déjà 30 ans, là, c'est énorme. Là, revenez 30 ans en arrière, la parole d'un contre la parole de l'autre. Puis là, on enlève toute notion de temps. Ça sert à qui, ça aussi, ça? Je pose la question gentiment, puis il y en a, on le sait, on a posé la question au sondage, il y en a plein parmi notre auditoire qui ont eu des agressions sexuelles. Pourquoi attendre 40 ans? C'est reprise du pouvoir, se venger avant qu'il meure. C'est ça que je me demande. Toutes sortes de raisons. Mais ça doit être tough, là, tu sais, avec la mémoire. Il y en a des bons avocats là, qui essayent de mal te faire paraître, là. Tu ne te souviens même pas de telle affaire, comment tu peux te souvenir de telle? Tu sais, c'est... En tout cas, l'individu qui a déjà déclaré regretter. Mais ça, c'est une preuve. C'est la seule preuve que j'aurais pour m'amener en cours. Hey, il s'est excusé. Ça veut dire qu'il a fait de quoi de pas correct, là? Là, j'aurais... Ben oui, la communauté religieuse qui regrette les gestes d'un des leurs. C'est un aveu extrajudiciaire. C'est un aveu en dehors du tribunal. Voyons. Autrement, la communauté n'ira pas dire notre membre n'a rien fait, mais nous regrettons et nous excusons. Ben non, voyons, on va leur dire, écoutez, non, faites pas ça. Faites pas ça, vous n'avez rien fait. Alors, cela étant dit, nous allons débuter notre émission avec des auditeurs participants qui ont levé la main. Oui, on commence ça maintenant avec Shmeiv. Bonjour, Shmeiv. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, Shmeiv. Oui, bonjour tout le monde, ça va bien? On vous écoute. Oui, bon, oui, j'appelle. Je sais que Dr Mailloux, hier, a dit aux portes de l'évidence, nul besoin d'accrocher une enseigne, mais je me demandais, est-ce que ce serait possible d'expliquer pourquoi le Québec est un matriarcat? Ben, écoute, c'est venu comme ça. Pourquoi? C'est un constat. C'est les femmes qui mènent. Alors, les femmes mènent à la maison et les hommes, la plupart, sont tapis. C'est venu comme ça dans la société. C'est quoi? C'est la genèse de ça que vous voulez savoir, c'est ça? Pas la genèse de comment c'est arrivé, mais pouvez-vous juste, d'une façon descriptive, m'expliquer en quoi c'est un matriarcat? Bien, les femmes dominent et les hommes obéissent. OK. Alors, dans un matriarcat où il y a une relation de domination. OK. Et dans la plupart, dans la vaste majorité des couples québécois, c'est la femme qui mène puis l'homme obéit. Alors, c'est ça. Pas partout, mais la plupart du temps. OK. Puis les femmes qui disent que c'est des hommes en politique, puis c'est des hommes qui dirigent les grandes entreprises, puis c'est des hommes qui... Non, c'est un fait. Écoutez, Jean Chrétien a eu le bonheur d'épouser une femme extraordinaire, Aline, qui est une femme de tête. Je l'ai vue à l'œuvre dans un salon funéraire. Je sais ce que je dis, là. Oui, elle vous a pas serré la main, je pense. Ça se peut-tu? Non, mais elle l'a regardé. Non, mais Doc, en tout respect, OK? Lui, là, bon, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, Jean Chrétien, là, il a fait tous les ministères, il était premier ministre. Aline, là, c'est toujours bien pas elle qui disait tu vas voter de telle façon, puis tu vas prendre tel poste, puis tu vas... Je comprends qu'elle pouvait être une muse, qu'elle pouvait être... Mais c'est toujours bien lui qui prenait des décisions majeures dans le pays, là. À qui se confiait Jean Chrétien à chaque soir? Bien, ça, se confier, là, c'est bien parfait d'avoir une conseillère. Mais en bout de ligne, c'est toujours bien lui qui prenait sa décision. Le pays, c'est pas Aline qui l'a mené, là. Tu sais, puis les grands chefs d'entreprise, là, les hommes, là, les sous-ministres qui prennent les décisions, c'est un peu là, je pense que vous y allez. Tu sais, c'est des hommes, là. Exact. Je pense pas que c'est toute leur femme à la maison qui dit tu vas voter ci, puis ça, tu l'accepteras pas, puis etc.
Quoique, Dans pour l'appareil. donner un petit... J'ai été témoin quand même, mais il ne faut pas en faire une généralité comme nous a appris Dr. Mayou. Moi, je sais par expérience qu'il y a des patrons hommes qui prenaient des décisions en fonction de leur conjointe. Ça, je l'ai vécu et à mes détriments. Wow. Fait que ça, je le sais. Ben, Que nous dis-tu là, cher? on arrête ça là, José? Doc Mayou, on ne poursuit pas. Mais ça, je pense que ça existe. Je connais également personnellement, et qui me le dit personnellement, un homme d'entreprise qui choisissait des femmes laides pour travailler à ses côtés parce que sa conjointe était jalouse, puis que c'était plus facile de travailler avec des laides, puis arriver à la maison, puis que sa femme était contente que de travailler avec des belles, puis d'avoir des interrogatoires à la maison. Ça, personnellement, je l'ai entendu. Wow. Puis je me demandais, Dr. Mayou, si vous pouviez me faire un genre de tour du monde de patriarcat, matriarcat dans les différents pays ou les différents endroits. Écoutez, mon fils est allé en Afghanistan. Bon, Oui. c'est patriarcal, solide, dangereux, abusif. Alors, est-ce que les fillettes elles pouvaient aller à l'école en Afghanistan et devenir s'instruire? Non. Mhm. Bon, fait qu'on on va aller seulement en Afghanistan, là, parce qu'on y est allé. Mon fils est allé 2 fois. OK. C'est pendant 6 mois. Hey, Schmev, on va vérifier quelque chose, OK? Grâce à votre intervention, on va faire une question sondage. Oui. Là, on va parler à tous ceux qui vont voter. Là. Vous allez nous dire chez vous, dans la maison, avec vos parents. OK? Pas chez vous, avec vos enfants. Là. C'est qui menait dans la maison chez vous? Est-ce que c'était votre père ou votre mère? Fait qu'on va commencer par ça. Fait que là, on va voir ces générations ou égales, effectivement. Là, Jean-François, il me dit ça peut être ou les deux. Bon, ou égales. Fait qu'on va commencer par ça. Qui menait chez vous? Votre père ou votre mère? Non, là, tu as marqué votre père ou votre père. En tout cas, dans les choix de réponse, au moins, vous l'avez là. C'est bien correct. Puis après ça, là, on pourrait le demander dans votre maison, à vous, avec votre conjoint. Parce qu'on va voir si ça a changé par génération aussi. Ou Exact. J'aime ça. Ou si c'est très ancré là, dans notre nation canadienne-française. Bon, alors, Schmev, malheureusement, je pense que ça va donner raison Doc Mayou. Non, Mayou, c'est une espèce d'arriéré. C'est un vieil arriéré. À 62 %, c'est la mère qui menait. Tabarnouche, même... aux portes de l'évidence, il est souvent essentiel d'accrocher une grosse enseigne. J'ai voté mère aussi. Schmev, merci de votre intervention. Est-ce que je peux juste faire mon intervention? Oui. Puis, Dr. Mayou, je sais que vous êtes allé en Allemagne aussi. En Allemagne, est-ce que c'est un patriarcat ou un matriarcat? L'Allemagne, sur le plan sociologique, sociétal, se distingue de tous les pays. Oui, hein? Eh ben, j'ai été une semaine. Ma sœur y a vécu 3 ans. OK. Et j'ai pas assez trempé là. J'ai pas assez trempé là, mais c'est un peuple supérieur au niveau fonctionnement sociétal. Mm-hmm. Ouais, on le voit avec la COVID-19. On le voit avec les scies mécaniques style. Ouais. On le voit avec l'élevage des chevaux de saut d'obstacles. Les Hanovriens, les Holsteiner, les Trakehner. On le voit dans les élevages de chiens. On le voit dans les autos. Ouais. Hein? La Audi, la Mercedes, la BM, la Volkswagen. Aïe aïe! Qu'est-ce qu'ils ont mangé, eux autres? Qu'est-ce qu'ils mangent en Allemagne? Oui. Puis dans le reste du Canada. On est d'accord là-dessus, chemin? Oui. Puis dans le reste du Canada, puis aux États-Unis. Dans le reste du Canada, puis aux États-Unis, c'est-tu des matriarcats ou des patriarcats? Vous ne savez pas? Écoutez, dans le reste, si on regarde, vous savez, fort heureusement que notre premier ministre, Justin Trudeau, a une conjointe qui est intelligente. J'en dirai pas plus. Une chanteuse aussi.
Merci de votre intervention. Moi, j'aimerais juste Merci. ça faire du chemin sur le matriarcat, là, OK? Je n'avais déjà parlé dans l'émission, dans le passé. Fait que je vais juste ramener cette hypothèse-là aussi. Est-ce qu'il y aurait un malentendu entre le mot germaine et le mot gentille organisatrice, GO, comme dans le Club Med? Moi, je pense que la femme, c'est elle qui s'occupe de l'épicerie, c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui gère le ménage, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Ça fait l'affaire de l'homme, mais c'est pas qu'elle mène, c'est qu'elle organise. Fait qu'elle passe pour une germaine parce qu'elle prend en charge beaucoup de choses. Mais en fait, c'est qu'elle organise. Puis ça en prend un organisateur dans la maison avec une famille, etc. Non, mais ça peut être une organisatrice. Ça peut être une organisatrice respectueuse pour le bon fonctionnement de la maisonnée. Oui. Il y a quelques femmes qui sont des organisatrices respectueuses. Oui, il y en a quelques-unes. Demande à nos auditrices, quel est le pourcentage de vous qui êtes des organisatrices respectueuses de votre conjoint? Ben là, c'est pas fin. Non, fais pas le sondage. Non, bon, on en a une autre affaire pour continuer là, sur la lancée de Schmeiv. Mais moi, je le pense sincèrement qu'il y en a qui passent pour des germaines alors qu'elles ne sont que des organisatrices. C'est vrai. Oh, oui, je suis d'accord. Mais c'est quelques-unes. Une femme talentueuse qui planifie et organise, ça existe. Ben oui. José, c'est rare. Puis des hommes qui organisent tout, c'est encore plus rare. Fait que maintenant, ça en prend une qui organise, là, tant qu'à être d'un cliché. Bon, alors on va poser notre prochaine question sondage. On va voir si ça va faire aussi mal que tantôt. Alors, on y va. Mesdames, OK, on l'a genré. C'est excellent. Mesdames, qui mène chez vous? Vous, votre conjoint ou égal? Alors. Essayez d'être honnête, là. Ah oui. Le mensonge à soi, c'est tannant. Essayez d'être honnête. Honnêtement. C'est anonyme. On ne vous crie pas de bêtises. Essayez là, d'être honnête. On dit mène, là. On ne dit pas gentille organisatrice, là. Oui. Moi, je pense que je suis une bonne géo. Mais je domine pas. D'accord. Mais tu n'es pas représentative de ton engeance. Non, ben, tu n'es pas représentative. Notre clientèle, nos abonnés ne sont pas représentatifs en général aussi, là. Bon, c'est serré, ta barouette. Ouais. Il y a 38 % des femmes qui ont dit que c'était elle. Il y a 33 % qui ont dit que c'était le conjoint. Ouais. Et il y a 30 % qui ont dit que c'était égal. Ben, là, c'est malheureusement, ou bien vous n'êtes pas du tout représentative de la nation canadienne-française, ou vous êtes des fiefeux menteurs. Un ou l'autre. Ben, on va poser la question aux hommes. On va voir si ça corrobore. OK? Là, on le sait, c'est un tiers. Fait que là, maintenant, du côté des hommes, qui mène chez vous? Bien hâte de voir ça. Peut-être que la nouvelle génération est différente aussi. Tu sais, il y a peut-être ça, là. Merci de prendre le temps de répondre. Oui. Alors, ouais. OK, vous allez être surpris, Doc. 46 % disent que c'est égal. Et 27 % à égalité qui disent c'est conjointe et 27 % qui disent que c'est eux. Avouez que vous êtes confondus. Ou sceptiques. Ouais. Ou bien on a un auditoire d'abonnés qui n'est pas du tout représentatif de la collectivité canadienne-française. Non. Mais ça se peut, ça. N'importe quel médecin, c'est ça, là. Quand on les voit arriver, écoute, c'est important de ne jamais laisser entrer la femme avec son conjoint lorsqu'on évalue le conjoint. Voyons,
Puis les moins que ce soit concessionnaires des- d'automobiles, ils parlent jamais au monsieur tout seul. Ils disent toujours, revenez avec votre femme, puis on va prendre le temps de parler. Parce qu'après ça, il faut tout qu'il recommence. Parce que c'est Ça, la je le savais madame. pas. C'est Ben, ça, là. C'est D'ailleurs, je sais, à titre de médecin, voyons, je connais la nation. intéressant. OK. Alors, on va poursuivre. Oui. On a Stéphane qui est en ligne. Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour super bien. Stéphane. Oui, bonjour à tous. Écoutez, Dr Mayou, c'est bel et bien un sujet libre aujourd'hui? Oui. OK. Ma question est la suivante. Dans nos réflexes inconscients, comme par exemple le mon Dieu, qui nous vient et puis qu'après, on s'en rend compte, est-ce que c'est possible, M. Mayou, que le pardon et l'excuse soient devenus un réflexe avant que l'on puisse s'en apercevoir? Je vais vous donner des exemples. Et puis, vu que vous n'êtes pas jeune, là, ça fait que vous allez pouvoir me dire vers environ quand c'est arrivé cette affaire-là. Mettons que, écoutez, c'est tout juste on ne s'excuse pas au trottoir quand on manque de tomber. Alors, une madame, par exemple, ou moi-même, excusez-moi et pardonnez-moi, on a l'excuse qui est très facile, qui vient aussi rapidement que le mon Dieu, qui ne nécessite même pas que l'on s'excuse, ni non plus que on demande pardon. Mais c'est comme si que, peu importe, comme pour régler quelque chose, par exemple, je vais ouvrir une porte dernièrement, et puis la madame est à moins d'un mètre à cause de moi. Mon Dieu, madame, pardonnez-moi, c'est très, très, très difficile. Là, ça va venir, ce 2 mètres-là. Mais j'aimerais savoir si les réflexes de l'excuse, du pardon, viennent de la féminisation de notre société. C'est arrivé à peu près quand, ça? Moi, je n'ai pas souvenance. J'ai pas souvenance que j'avais l'excuse. Bon, je parle de moi, très bien. J'ai pas souvenance que j'ai eu l'excuse et le pardon aussi facile. Par exemple, je suis en train de travailler, par exemple, en faisant soit que ce soit sur du terrain ou en parasitaire. Et puis là, quelqu'un va me faire un saut. Je vais faire, mon Dieu Seigneur, je m'excuse, madame. C'est moi qui m'excuse à la madame qui me fait un saut. Et ça, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. D'avoir le réflexe de parler avant de pouvoir prendre 2 secondes 30 pour y réfléchir avant de le dire. Ouais. Alors, on parle d'automatisme langagier. C'est une réponse automatique. Vous parlez de réflexe, je vous suggère le mot automatisme. C'est automatique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se demander d'où vient l'automatisme. On a pris ça où, ça? Bien, on a pris ça des femmes il y a 60 ans. Mon Dieu Seigneur, elle l'avait constamment en bouche. Et même si les dernières générations, avez-vous remarqué que les dernières générations, même s'ils ne trempent plus dans le bouillon de la religion, gardent les mêmes automatismes. Oui, j'ai remarqué. Oui. Mais Et ça, elles c'est essaient beaucoup de dans contaminer les hommes. Mais c'est Pardon? beaucoup dans les émissions, là, dans les séries aux États-Unis, les séries au... Oh my God! Ça, c'est même un signe, le OMG. Là. Tu sais, c'est comme l'expression à la mode. Mais ils ne savent même pas ça fait référence à quoi. Et C'est puis, un automatisme. Oui. José, tu comprendras bien que quand on va dire, par exemple, hey, mon Dieu, hey, Seigneur, moi, je suis tâté complètement. Ce sont des mots qui n'ont pas de valeur quand je les dis. C'est à bon entendeur qui vont dire, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là de « Oh bon Dieu ». Ouais. Alors, non seulement ça n'a pas de valeur, mais c'est féminin. Absolument. Alors, c'est une patente de femme. Et c'est relié au système sur 2 volets. C'est relié à la domination des femmes qui imposent à la fois leur culture et leur langage. Et le fait qu'elles sont prédominantes. Alors, Est-ce si que vous ça prenez... Oui? Est-ce que ça irait de pair avec ces excès? Merci infiniment. Pardon? Merci. Est-ce que ça irait en connivence également avec ces excès
ces excès je vous remercie infiniment, madame. Merci infiniment. Puis, Oh, ben oui, l'hypocrisie. Puis écoute, vous savez, lorsque la société sera féminisée mur à mur, ce sera une société inférieure. Pour toutes ces raisons-là et même plus. Non, mais je pense pas que c'est ça que Stéphane qui veut dire, là. Non, mais José, est-ce qu'on s'entend pour dire, par exemple, que quand on fait une excuse, bon, même s'il est dit avant qu'on le pense, ça règle bien des flacas, bien des problèmes, puis bien des choses. Écoutez, un hypocrite, excusez-moi, je m'excuse hypocrite, je vous remercie infiniment, hypocrite, bon, elle sait-tu que c'est hypocrite? Et on Non, s'est bien vite ça, c'est dit, parce qu'on parle d'automatisme, là. Quand c'est fait de façon stratégique, c'est une chose. Mais quand c'est fait de façon automatique, ça révèle peut-être plus un aplaventrisme, une faiblesse, là. Tu sais, quelqu'un qui s'excuse à outrance pour des riens, moi, je pense plus que ça démontre un manque de confiance. Mais moi, là, Doc, depuis que je travaille avec vous, je me force vraiment, vraiment, vraiment. Puis j'ai diminué à 95 les Seigneur Jésus, là, OK? Puis My God, puis toute l'équipe. Mais c'est dur. Quand il m'arrive c'est pas facile. Quand il m'arrive de quoi de spontané, là, ça sort tout seul. Puis là, je me disais, mon Dieu, une chance que Doc Mayou ne m'entend pas. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est dur de sortir cet automatisme-là de notre corps, là. José, c'est exactement aussi difficile que faire une distanciation sociale de 2 mètres. On se dit, est-ce que, mon Dieu, on a de la misère à se positionner, il faut réfléchir avant. Hey, M. Mayou, j'aurais une dernière chose à vous confier. Oui. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a tellement écœuré, qui a fait en sorte que j'ai fait un fini à une relation. J'ai été avec un partenaire il y a environ une quinzaine d'années de ça. Et attendez, là, bon, ça a fini en 2005 ou 20 ans. C'est ça, exactement. Et puis, un jour, mon copain me confie que il s'est fait par son grand-père, il s'est fait incestuer en très bas âge. OK? Alors, ça venait d'une famille pavargeuse. Et puis, un jour, sa mère, et avec un regroupement, là, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, c'est un fait. C'était sa mère, ses sœurs et les tantes. Il n'y avait que des femmes. Son grand-père allait mourir incessamment, dans les 2 à 3 mois. Et son grand-père a imploré ses filles de demander une lettre donc de son petit-fils abusé. Et il l'a fait. Ça m'a tellement fait chier. Il a fait une règle. Grand-papa, je te pardonne. Grand-papa, ce n'est pas de ta faute. Grand-papa, je m'excuse. Grand-papa, pars en paix. Et puis, cette lettre-là, il l'a signée. Elle a été par les tantes et la mère donnée. Mais là, moi, je trouve que c'est tellement épouvantable, cette histoire-là, dans le sens où est-ce qu'on prend un enfant, il avait quoi? Quand on lui a demandé de signer cette lettre-là... Stéphane, tout à l'heure, Schmeiv doutait du matriarcat québécois. Vous avez un exemple cuisant et dégoûtant de la puissance du pouvoir féminin. En en vomir. Totalement. En en vomir. Totalement. C'est pas toujours beau ce que les hommes font. Mais mesdames, venez pas nous dire, venez pas vous citer en modèle. Non. Merci Stéphane de votre participation. Merci beaucoup de le dire. Oh, libérer la parole. C'est pas chic, c'est pas chic. La mère du gars, ses sœurs et ses tantes. Le club des poules pas de tête. Elles ne sont pas les seules, j'ai autant vous le dire. C'est gênant. C'est embarrassant. On poursuit. Oui, on poursuit avec Carole. Bonjour, Carole. Carole. Allô, Carole. Activez le micro, s'il vous plaît. Et ensuite, on va pouvoir vous parler. Carole une fois. Non, Carole. 2 fois. 3 fois. On prend un prochain appel, on se réessayera tantôt. On essaye avec Pierre. Pierre. Oui, bonjour. Oui, Pierre est là. Allô, bonjour, Pierre. Alors, je suis content de vous parler. Allez-y. Doc, je te suis depuis CKAC, puis ça m'a fait tellement du bien, toutes tes émissions, là. Écoute, aujourd'hui, j'aimerais ça parler de quelque chose. Alors, vous avez parlé de l'obésité. Tout le monde parle de l'obésité. Comment faire maigrir les gros? Moi, je suis obèse, OK? Ce que personne parle, c'est qu'est-ce qui arrive quand tu commences à maigrir. Moi, je pèse 290 livres, 5 pieds 10. J'ai quand même une bonne ossature, là. Je suis un peu nerveux, je vais prendre mon souffle.
Quand je commence à maigrir, Oui. pardon? Oui, allez-y, continuez. Quand je commence à maigrir, je deviens beaucoup plus agressif. Hein? Je suis prêt à me battre. Moi, je me promène dans la rue. S'il y a quelqu'un qui vient me chercher, je me sens beaucoup plus à cran. Je peux-tu juste spécifier quelque chose avant qu'on poursuive plus tôt, Pierre? Oui. OK. Quand vous commencez à maigrir, c'est-tu parce que vous vous privez de nourriture? Est-ce que vous faites des régimes où on calcule les calories puis vous baissez votre quantité de nourriture? Non, c'est juste que souvent, les fois que j'ai réussi à maigrir, c'est parce que mes tâches au travail étaient beaucoup plus physiques. Ou si je mangeais moins de cochonneries, moins de chips, je mangeais moins de gros repas, je faisais pas comme un deuxième repas ou quelque chose. Il peut-y avoir un sevrage? Tu sais, c'est une petite période courte, ça, ou bien c'est du long terme quand vous commencez à perdre du poids que ça dure, cet état-là? Le sevrage, c'est la question que je me pose aussi. Il y a ça. Mais il y a une fois où j'ai perdu beaucoup plus de poids sur une plus longue période de temps, où là, c'est vraiment le kick d'hormones sexuelles qui a embarqué. Où, écoutez, j'avais de la misère à travailler parce que je pensais juste au sexe. Mais c'est épouvantable, ça! Ah, regarde. Vous êtes un sexaholique! Ah oui, je suis sexaholique. Aux États-Unis, on vous dirait que vous êtes un sexaholique. Vous pensez juste à ça? Non, mais ça, c'est un effet secondaire. Plus que tu perds du poids, plus que la libido, elle augmente. Là. Ça va ensemble. Là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hey, c'est épouvantable! Ouais. On va être obligé de se masturber et d'aller se mettre. C'est quoi, épouvantable? C'est quoi, Pierre, qui vous inquiète là-dedans? Non. Mais en fait, c'est nouveau pour moi parce que j'ai toujours été obèse. Depuis que j'ai 4 ans, je suis obèse. Donc, c'est un nouveau corps, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de bouger, une nouvelle façon de dépenser mon énergie. C'est ça qui est comme wow. Vous avez quel âge, Pierre? Vous êtes rendu à quel âge? 35 ans. 35. Bon. Écoutez, c'est pas vrai que vous avez été toujours obèse. À partir de 4 ans. Ah, gardons ça, José. Oh, tout le temps. Et là, il y a 4 ans, il y a une fenêtre. Vous pesiez combien à la naissance? J'étais prématuré d'1 mois, donc j'étais en dessous du poids normal. Donc, vous n'étiez pas obèse à la naissance. Ouais. À 4 ans, vous pesiez combien? Oh, je m'en souviens. Vous avez idée? Mais, non, je ne sais plus, mais je sais que j'avais été voir des spécialistes, puis il y avait un beau... il avait affiché quelque chose sur le frigidaire, c'était plein de couleurs. Je pense que c'était le guide canadien. Mais c'était comme moi qui devais comprendre ce qu'il fallait que je fasse parce que c'est pas ma mère qui allait m'aider. C'est pas vrai. Là. Attendez un peu, là. À 4 ans? À 4 ans, je me sentais coupable de ne pas être capable de suivre le guide canadien alimentaire. Vous n'êtes pas sérieux? Oh, oui, je suis totalement sérieux. Là. Aïe, José. Non, mais c'est parce que j'ai de la misère. C'est pas la journée, c'est pas la bonne journée pour les femmes, là. J'ai de la misère. Attendez, mais c'est déjà à 4 ans, on vous inculquait que ça prenait telle portion de protéines dans l'assiette, tant de portions de légumes, puis tant de portions de ça. Bien, je ne sais pas si on me l'inculquait. Je pense pas qu'on me l'inculquait. C'est comme je suis un garçon, j'étais un garçon brillant, puis que le poster était à la hauteur de mes yeux, puis c'était plein de couleurs. C'est sûr qu'il y avait quelque chose, mais je me souviens de me sentir coupable d'être obèse, mais me sentir coupable de ne pas être comme il faut. Mais par contre, faisait à manger dans la cabane? C'est ça. Ma mère. Qui faisait l'épicerie? Qui faisait l'épicerie dans la cabane? Donc, mon père. Par contre, mon père était bon pour ramener des chips. Ça, 2 fois. On y arrive. On y arrive. Alors, n'allez jamais présumer que ce sont les bonnes femmes qui font l'épicerie. Régulièrement, c'est des hommes qui font l'épicerie puis ils veulent engraisser les enfants comme des cochons. Bien, c'est sûr, parce que j'étais plus brillant que lui, puis je bougeais, puis je demandais de l'attention. Regardez, je vais revenir un peu. À 3 ans, mes 2 parents m'avaient frappé. Ma mère 1 fois, mon père peut-être 3-4 fois, parce que j'étais un enfant, je bougeais. J'étais intelligent, je posais des questions. Après ça, mais c'est surtout, mon père me l'a avoué, mais en fait, c'est que je restais assis sur le divan, écouter la télé, puis mon père me donnait des chips pour me tenir tranquille. Fait qu'on m'engraissait comme un porc, là. Puis après ça, on se demande... Aïe, je ris, Pierre.
c'est pathétique dans la tribu canadienne-française. Mais je vais aller plus loin, puis vous êtes là en plus, là, vous êtes psychiatre. Là. Pierre, quand votre père vous donnait des chips, là, dans votre tête à vous, il faisait tout ça parce qu'il vous aimait, puis que c'était un signe d'amour, puis qu'il voulait vous gâter. Je pense pas qu'à 3 ans, vous disiez il me donne des chips pour me faire engraisser parce qu'il me trouve plus intelligent que lui. Là. Mais au moment que ça se passait, c'était quoi votre sentiment quand votre père vous donnait des chips? C'était la seule lien affectif que j'avais avec mes parents. Le seul moment de famille qu'il y avait chez nous, c'était la télé et les chips. Il n'y avait rien d'autre. Étiez-vous enfant unique? Non, j'ai une petite sœur. Et elle était traitée comment, votre sœur? Elle a vécu beaucoup d'abandon de sa mère. Elle était vraiment repoussée plus que moi de sa mère parce que moi, je m'étais calmé, je m'étais caché. Mais elle voulait avoir de l'attention, fait qu'elle s'est fait repousser aussi énormément. Elle souffre d'obésité comme moi, mais elle, c'est venue à l'adolescence. Ouais. Et attendez un petit peu, elle est plus vieille que vous ou plus jeune? Plus jeune de 6 ans. Pardon? Elle est plus jeune de 6 ans. Elle a 29 ans présentement. Oh, fait que vous avez été... Ah, attendez un peu, vous avez été enfant unique longtemps, vous là? Oui. L'affaire des chips avec le bonhomme, là. Vous étiez le seul enfant, 3, 4, 5 ans, là. Oui. Naissance de votre sœur, voulu ou accident? Je pense que c'est voulu. C'est ce qu'on nous a toujours dit, c'était voulu. Ouais. Ma mère voulait avoir une fille. OK. Mais là, il faut comprendre pourquoi que vous vous sentez mal quand vous perdez du poids. Je sais pas. Je sais pas. Ça vous ramène à quoi? Tout le monde rêve d'être plus en forme, de mieux bouger, d'avoir plus de libido, puis vous, c'est ça qui vous inquiète, on dirait. Mais moi, je pense que le problème de l'obésité, du moins de mon obésité, c'est mon rapport à la vie. C'est le droit que j'ai d'exister. Le droit que j'ai de jouir de la vie, de jouir de mon corps, le fait de sortir dehors puis avoir le droit de sortir dehors. C'est vraiment le rapport à la vie. C'est là-dessus. Présentement, je fais un peu de karaté, puis ça me fait du bien parce que ça me donne le droit d'exister. Oui, mais allons-y un peu avec la sexualité. Oui. Les deux bozos dans la cabane, ça avait l'air de quoi, la sexualité, pour eux? Pour eux, avec vous, entre vous, là, tout le kit. OK. Ma mère, j'étais son petit mari. Ouais, gardons ça. Son petit cochonnet favori. Ouais, elle me fait... Ma mère, elle a vécu dans son lit. Donc, elle voulait que je vienne jaser avec lui dans son lit. Elle voulait que je vienne... Non, avec elle, pas lui. Ah, pardon, Dans son lit. Oui, mais elle a dit avec lui. Avec lui, avec son lit. Je suis un peu nerveux, désolé. Non. Hé, soyez pas désolés, c'est intéressant. Ça va bien. En fait, c'est qu'elle voulait que j'aille dormir avec elle pour des siestes d'après-midi. Elle voulait que je me colle dans son dos. Quand j'étais plus jeune, il y avait des jeux de bec. Elle voulait que je... Attendez. Pour les ingénus qui sont à l'écoute, c'est quoi un jeu de bec? Ben, elle pouvait se mettre par-dessus moi, comme me dominer en me tenant les mains, puis dire regarde, ta blonde va te faire ça plus tard. Et en me donnant des becs. Hey. Ah, ben oui, ben voyons, José. Puis quel genre C'est ta mère. Quel genre de bec, Pierre? Jeune, elle m'a donné des becs à la bouche, mais c'est comme elle a donné un bec à la bouche, puis après ça, c'est hier caca. Là, c'était drôle. On avait du fun là-dessus. Ben oui, c'est bien amusant. Oh, ouais, regarde. Écoutez, mon cher Pierre, au Québec, il y a de la sotte au pied carré. On n'en manque pas. Pierre, aujourd'hui, quand vous avez des relations avec des femmes, là, êtes-vous à l'aise? J'en ai pas depuis 18 ans. Ben non, il n'y a jamais eu. J'en ai eu une fois. Ben, j'en ai eu une couple de fois quand j'étais ado. Mais après ça, non, je n'ai pas... C'est pour ça que ça vous effraie quand vous voyez votre libido monter de même? Ben, c'est sûr. Je sais pas quoi faire. Je connais la masturbation, tout ça, mais je veux dire... Pour moi, la sexualité, c'est la chose que je veux réprimer le plus possible parce que je ne sais pas comment en profiter. Non. La bonne femme va penser quoi si vous commencez à vous mettre?
Votre mère apprend que vous copulez. Ouais. Il se passe quoi? Oh. Faut faire de la peine à maman. Même à 35 Eh oui! ans! Même à 35 Voyons, ans! José, il y a de la... Quand je te dis qu'il y a de la sotte au pied carré au Québec, je sais ce que je dis. Ça vous tente pas de vous distancer de votre mère un petit peu? Je suis distant de ma mère. En fait, comment dire, c'est rare que je la vois, même si on habite proche l'un de l'autre. C'est rare que je la vois. Puis quand j'y vais, c'est moi qui domine la discussion, c'est moi qui domine l'information. Puis je suis beaucoup plus intelligent qu'elle, je suis beaucoup plus dégourdi qu'elle, puis j'ai beaucoup plus de rétablissement qu'elle. Donc, elle ne vient pas me picosser. Tu sais, c'est pas une Germaine qui va venir me picosser. Je ne donne pas la chance, puis elle n'est pas en moyen de le faire. Oui, mais elle a de l'emprise sur vous encore, là. Oui, mais c'est inconscient. Pierre, est-ce qu'il est possible que vous ayez introjecté, incorporé, introduit dans votre psychisme, à votre insu, votre charmante génitrice et qu'elle est toujours là? Définitivement. Merci. Ah, ça vient de, José, ça vient de la psychanalyse, ça. On appelle ça l'introjection, l'incorporation de la personne qui nous a envahis. Puis Pierre, en avez-vous déjà rencontré des femmes ou des hommes? Là, je ne sais pas c'est quoi votre orientation, mais avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous plaisait, que vous auriez peut-être aimé construire une relation avec? Tu touches un bon point. Toutes les femmes que j'ai rencontrées, c'était des femmes qui étaient sans aucune émotion, qui étaient froides, qui étaient mortes, toutes à l'image de ma mère. Bon, on revient sur des points importants. À l'adolescence, vous avez commencé à vouloir jouer avec votre pénis. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous ça. À 10 ans, j'avais trouvé des revues de cul de mon père, puis je ne sais pas, l'idée est venue de me branler et ça a fonctionné. Ça a fait peur la première fois, mais après ça, j'aimais ça. Oui. Donc, j'étais capable tous les jours d'éjaculer de 10 ans à aujourd'hui. Oui. Sans problème. J'ai connu ma première blonde. Oui. Racontez-nous ça, ça m'intéresse, ça. J'avais 16 ans. Elle avait Oui. 14 ans. Oui. Au début, c'est sûr, je touchais à l'affection. Elle était quand même disponible, puis elle voulait. Même, elle voulait plus que moi. Moi, j'avais peur parce qu'on m'a enseigné à avoir peur de ça. Peur des MTS, peur d'avoir, pas d'enfanter, mais d'inséminer la femme. Fait que moi, je ne voulais pas aller avec pénétration. OK. Elle voulait. Fait qu'un an, on s'est fréquenté 1 an pour après ça essayer. Puis on a passé quelques mois ensemble. Mais après ça, ça allait plus. Moi, je n'allais pas bien. Puis elle non plus, donc on s'est séparés. Ça a été difficile parce que j'étais tellement pas outillé. Tu sais, je goûte à de l'affection pour la première fois de ma vie, puis du jour au lendemain, on me l'enlève. Ça a été rough. Mais non, on vous l'enlève. Il n'y a personne qui vous enlève ça, là. Non, c'est ça. Vous dites que vous alliez pas bien, semble-t-il. Oui. Qu'est-ce qui allait pas bien? Chez nous, tout le monde est en dépression, incluant mes grands-parents qui venaient de passer au feu. Oui. J'avais 16 ans, j'étais en secondaire 5, donc je finissais mes études. Je commençais, j'étais fatigué, j'avais de la misère à étudier et à comprendre ce que je faisais. Il y avait comme une fatigue, je ne sais pas, ça m'est toujours arrivé à la fin de mes diplômes. Et elle, de son côté aussi, ses parents s'étaient séparés, puis elle a commencé à comprendre que j'étais peut-être pas une bonne personne pour elle. Dans quel sens? Bon, on chicanait un peu. Aussi, elle n'était pas aussi disponible que moi j'aurais voulu. Ses parents, sa mère contrôlait les moments de visite. En fait, oui, on pouvait se visiter. Par contre, c'était une fin de semaine sur 2. On s'entend, elle avait 14 ans, 15 ans, là, je peux comprendre. Aujourd'hui, je comprends, mais dans le temps, je ne le comprenais pas.
Donc, moi, j'en voulais un peu plus. Mais aussi, émotionnellement, je n'étais pas capable de gérer le... Tu sais, j'avais des sentiments de jalousie, un peu de possession. Je ne savais même pas c'était quoi ces émotions-là. Là. OK. Ça a été votre seul partenaire ou si vous en avez eu d'autres? C'était la seule. La seule. Avez-vous perdu du poids pendant cette année-là? Non, je n'avais gagné. Vous étiez à combien de livres à 16 ans? Oui. Je ne serais pas capable de vous dire, parce que j'en ai toujours pris. À tous les années, j'en reprenais de façon très linéaire. Je n'ai jamais eu de up and down. Et votre partenaire pesait combien à l'époque? Savez-vous? 130. 130 livres? Oui. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, ben, je redécouvre mon corps, je redécouvre... Qu'est-ce que vous faites dans la vie? ma famille. Vous vivez comment? Oui, je suis ingénieur de formation. Par contre, je travaille comme technicien. Pardon? Attendez un peu. Vous êtes? Je suis ingénieur de J'ai formation. pas... Oui? Oui, j'ai un bac en génie. Mais comment ça se fait que vous ne travaillez pas comme ingénieur? Je ne suis pas capable d'atteindre le niveau d'ingénieur. Puis je ne sais pas trop pourquoi. Soit parce que je pense que j'ai une prédominance à m'intéresser à tellement de champs différents que ça donne l'impression au niveau des employeurs que je ne sais pas où je veux m'en aller. Par contre, je suis compétent dans plusieurs sphères de ma vie. Je suis un très bon technicien. Puis je vois beaucoup plus loin que la plupart des gens. C'est vraiment étrange, cette affaire-là. Oui, c'est bizarre. Votre géniteur, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Mon père, il était ouvrier de maintenance, entretien ménager. Oui. Ma mère est secrétaire. OK. Puis vous avez complété un bac en génie Oui. et vous travaillez comme technicien. Oui. J'ai beaucoup de frustration par rapport à ça parce que je n'ai pas la reconnaissance de mes titres. Je n'ai pas le titre d'ingénieur dans mon travail. Puis il y a beaucoup de, des promotions que je n'ai pas pu avoir pour des raisons administratives, soi-disant. Pierre, je vais vous interrompre un petit peu. J'ai juste quelque chose qui me pop, là. Tu sais, on dirait que vous avez peur de performer, tu sais, peur de perdre du poids, peur, tu sais, vous avez la compétence, mais vous accédez pas au poste que vous voulez. C'est comme si vous avez un blocage à vous améliorer, si je peux le dire comme ça, là. Je ne peux pas te dire que c'est un blocage à m'améliorer parce que l'amélioration continue, ça fait partie de ma vie. À chaque fois que je fais quelque chose, je ne suis pas capable de faire la même chose de la même façon. Il faut toujours que je m'améliore. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais d'après moi, comme j'ai vécu énormément de solitude, je me suis créé une bulle, un univers qui est à moi. Donc, quand j'arrive dans le monde réel, je n'ai pas le discours pour convaincre les gens. Je n'ai pas les idées pour convaincre les gens. Pourtant, je suis hyper créatif, là. Je suis quand même très intelligent. Vous vous exprimez très bien, vous êtes très articulé. Amener des amis à la maison, la socialisation de l'âge de 4 ans jusqu'à 10 ans, ça a eu l'air de quoi chez vous? Ça fait dur parce que j'avais peur des autres. Une autre chose que ma mère m'a introduit, la peur du prochain, la peur du voisin. Ouais. Je vois avec ma grand-mère qui est en train de devenir démente. Elle, c'est une ermite. Puis ma mère, elle nous a emmené ça aussi. Oui, ce qui arrive, vous avez été des années seul. Il y a 6 ans de différence avec votre sœur. Et je soupçonne qu'au niveau de la socialisation, ça a été extrêmement faible dans votre cas, n'est-ce pas? Exactement. Mal socialisé. Alors, quand vous arrivez dans un groupe, je sais pas quoi vous faire. êtes en discordance. Oui. Eh boy! Ce qui pourrait expliquer ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous faire embaucher dans vos points forts, dans vos centres d'intérêt. Oui.
J'aime ça que vous... merci d'avoir rappelé et de nous montrer les dégâts. Les dégâts que peuvent faire des parents. Ouais. Gâcher des vies. Ouais. En terminant, là, y a-tu du syndrome de l'imposteur aussi là-dedans? Y a-tu... Le syndrome de l'imposteur, je suis en train de le trouer à coups de carabine. Je sais qui je vaux, puis de plus en plus, je connais ma valeur. Puis je travaille pour le gouvernement, puis je travaille pour de la recherche, puis je vais exceller, puis je vais faire avancer le Québec par ma position, puis je vais continuer. Merci. On vous le Merci. souhaite. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci, Pierre. Non, il y en a du dégât hein, au Québec. là. Ouf! Mm. On peut presque en faire une généralité que le Québec haït les enfants. Toutes sortes d'incompétents qui se reproduisent. C'est incroyable. On poursuit avec un dernier intervenant. Oui. Ben, on va essayer Carole. Je ne sais pas si Carole, on va la débloquer, voir que Carole, si tu nous entends, juste activer ton micro. Enfin, elle doit nous entendre. Ouais. OK, bon, on va passer à Mathieu. Ouais, tabarnak. Bonjour Allô, Mathieu. Mathieu? Allô, vous m'entendez? Oui. 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 OK. Ouf, ça a été un long call avant. Je me demandais si j'allais avoir le temps de passer. Allez-y. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ma situation de vie, genre, correspond un peu à tout ce qu'on a parlé à date dans l'émission. Ma grand-mère qui me fidait des boîtes de gâteaux caramel quand j'étais jeune parce que ça allait me faire plaisir. Ma mère qui était une matriarche, tout ça. J'avais envie de parler d'un sujet peut-être un petit peu plus edgy. Là. Je sais qu'on est en fin d'émission, mais on entend souvent le Doc Mayou parler de la religion catholique et j'avais envie de le lancer ce matin sur la religion islamique. Et je vais prendre 2 exemples de ça pour bien situer le sujet. Un exemple classique, un exemple contemporain, c'était le philosophe Nietzsche qui, lui, en fait, vantait l'islam en disant que c'était une religion d'hommes virils. Et c'est ce que ça nous prendrait en Occident. Il faudrait déplanter la chrétienté puis remplacer ça par des imams. Et on a un auteur contemporain, Michel Houellebecq, très connu en France. Lui, il a dit la même chose dans son livre qui était sorti en 2014, là, coïncidence, on va dire, jungienne, simultanéité avec le massacre qu'il y avait eu à Charlie Hebdo. Et lui, en fait, il imaginait qu'en 2022, il y aurait un président français qui serait islamique et que la France deviendrait terre d'islam. Et lui, dans le fond, il voyait ça comme une bonne chose parce qu'il disait que dans l'islam, les hommes sont virils, ils baisent, ils possèdent plusieurs femmes, ça recréerait une culture un peu plus traditionnelle qui a été perdue en Occident. Donc, je voulais juste savoir si vous aviez une opinion par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Mathieu? Vous savez, la sottise humaine n'a pas de limite. À Londres, il y a un maire musulman. Vous êtes content? Non. Je pense que son nom de famille, c'est Khan quelque chose. Et son prénom est encore plus intéressant, Sadiq. Sadiq Khan. Exactement, oui. Vous êtes au courant de ça? Vous êtes bien renseigné? Oui, Puis, comment vous trouvez ça, avoir un maire musulman à Londres? Ben lui, c'est un maire musulman féminisé, on ne se le cachera pas. Fait que, mais en même temps, C'est pas un musulman viril? ce n'est pas un musulman viril, c'est quelqu'un qui a été tout à fait assimilé dans nos contrées. Mathieu, vous dites n'importe quoi. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mathieu, pour avoir autant de temps à perdre? On en a déjà parlé l'autre fois quand j'ai appelé. Oui, mais je ne m'en rappelle pas, là. Mathieu, il aime beaucoup lire, hein? C'est ça, vous aviez dit. Moi, j'aime beaucoup lire, en effet. Ouais. Non, mais là, le point, le Doc Mayou, là, c'est que vous n'avez pas d'opinion sur ce sujet-là? Ça vous a jamais intéressé? Ben oui, mais une opinion sur des stupidités, voyons. Expliquez-moi comment ça se fait que chez les musulmans, les hommes seraient plus virils. Expliquez-moi ça. Pourquoi est-ce que les hommes seraient plus... Ben, dans le fond, les points qui sont souvent qui vont être souvent donnés, c'est qu'il y a une certaine pratique de la polygamie. La femme, entre guillemets, est soumise à l'homme. Là, ça peut tu sais, je veux dire, c'est une soumission qui, par justement, Pauvre Mathieu, vous dites n'importe quoi. À un moment donné, là, votre diarrhée verbale nous révèle une constipation d'idées. Non, mais on peut ramener ça à moi. Je vous ai donné 2 exemples. Je vous ai donné 2 exemples de penseurs avant moi qui sont des penseurs... Ben oui. Mais je vais vous donner les Mormons en exemple. Les Mormons peuvent avoir une trollée de femmes. Non, mais c'est
C'est juste un exemple que j'ai donné comme ça. Là. Oui, vous inférez quoi de la polygamie chez les Mormons? Que les Mormons seraient plus virils? Ben, l'affaire, c'est que chez les musulmans, ils ont droit à 4 femmes. Donc, 4 femmes, on va dire que c'est relativement... ça peut être relativement stable socio-économiquement. Là. Un homme pourrait, entre guillemets, théoriquement, gérer 4 femmes. Là. Mais on s'entend que les Mormons avoir 57 femmes. Mathieu, combien de femmes gérez-vous à l'heure actuelle? Là? J'en gère une. Vous en gérez une. Vous la gérez ou elle vous gère? Moi, j'ai répondu égalitaire dans le sondage. Oui. On attend votre blonde à côté, par exemple, qui répond à votre place. Chef menteur. Mathieu, essayez de ne pas vous mentir à vous-même. Hein? OK? Bye, Mathieu. N'importe quoi. Rapport égalitaire. Oui, on va parler à la conjointe pour le fun, mère. On l'attendait par là à côté. Oui, rapport égalitaire. Essayez de pas trop vous mentir à vous-même. On va prendre un petit moment. On a Patricia qui s'est jointe à nous. Oui. C'est ça, Jean-François? Là. Oui, Allô, Patricia? Oui. Oui, je m'excuse. C'est ma soeur qui voulait appeler, mais elle était en liste d'attente depuis tantôt, puis j'ai vu ma main. OK. Mais on a beaucoup de questions à propos de notre mère. Je ne sais pas par où commencer. Non, posez vos questions. Qu'est-ce que vous vous demandez concernant votre génitrice? Ben, c'est la façon qu'elle agit avec nous. On lui pose souvent des questions, puis elle nous ment souvent, elle ne nous répond pas à nos questions. Ben oui, mais écoutez, vous imaginez quand même pas qu'une mère va dire la vérité à ses filles? Voyons! Sortez d'où, Patricia? Ben, là, c'est pas ma soeur qui appelle, c'est que je vais aller pour mon sujet à moi. Oui. Elle m'a avoué, 2 semaines avant mes 18 ans, que mon géniteur n'était pas celui que je pensais. Oui. Et j'ai 4 autres sœurs aussi, dont une qu'on savait qu'elle n'avait pas le même géniteur. Oui, c'est des choses qui arrivent au Québec. Elle n'a jamais voulu m'avouer c'est qui. Elle dit qu'elle ne sait pas c'est qui. Oh. Ben, ça se pourrait qu'elle ne le sache pas. Elle en a eu 3 cette semaine-là. Mais vous réagissez comment là-dedans, Patricia? Ben, je trouve ça un peu bizarre étant donné que j'ai une sœur qui est plus jeune que moi. J'en ai 3 plus vieilles. Mais apparemment que la plus jeune, elle a le même père que les 2 autres plus vieilles que moi. Ça se pourrait, oui. Malgré que moi, je pense pas qu'aucune de mes sœurs a le même père. Là, mais... Aïe. Bon, Patricia, vous avez quel âge? J'ai 26. Vous avez 28 ans. 26. Racontez-nous qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie, là. Je suis adjointe administrative. Oui. J'ai 2 enfants. Je suis monoparentale depuis 2 ans. Oui. Combien de pères différents pour les 2 enfants? C'est le même. C'est sûr que c'est le même, Ah, oui. Oui. Est-ce qu'ils paient une pension alimentaire ou pas de pension alimentaire? Il paye une pension, mais présentement, il est sans emploi. Ben oui. J'ai pas non plus choisi le meilleur géniteur, là, je dois l'avouer. Ben, non. Ben, vous dites, je n'ai pas choisi le meilleur Pour géniteur. mes enfants. Pour mes enfants, Oui, je veux dire. vous ne l'avez même pas choisi. Comment c'est arrivé la rencontre avec ce gars-là? Honnêtement, on n'était pas vraiment en relation sérieuse au début, puis lui avait déjà un enfant, donc c'était Patricia, pas... vous oui. l'avez connu comment? J'ai travaillé avec lui quelques années. Il ne s'est rien passé parce que j'avais 16 ans. Et par la suite, il m'avait envoyé un message sur Facebook environ 2 ans plus tard pour aller prendre un café et je suis allée. Bon, alors là, vous étiez rendu à 15 ans? Non, je pense que j'avais 18. Vous étiez rendu à 18 ans. Oui. Mais il vous connaissait depuis, il vous cuisinait depuis que vous aviez l'âge de 13 ans. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Je dirais 15-16 ans. Oui, là, on est rendu à 15-16, là. Et quel âge qu'il avait, notre charmant Garlot? Dans la vingtaine. Je ne peux pas dire exactement. En ce moment, il doit avoir 32. Moi, j'ai 26. OK, il n'y avait pas une différence. Il y avait 4 ans de différence d'âge. C'était pas énorme, non. 15-16, il y en avait 18-19. En ce moment, il y aurait 31 ou 32. Moi, j'ai 26, 5-6. Il devait avoir 23. Oh, OK, 23. J'avais 15-16, il devait avoir 23 ou 24. Là. Je ne calcule pas exactement en ce moment. Oui. Puis il vous trouvait bien de son goût. Oui. Mais pourquoi vous dites qu'à l'époque, vous ne l'avez pas choisi? Racontez un peu. À l'époque, j'étais pas prête à ça. J'étais pas...
je regardais pas vraiment personne. Là. J'avais juste 15 ans, là, j'allais à l'école. Non, vous n'étiez Et- pas prête à quoi? Mais je dois avouer aussi que ma mère n'était pas pour cette idée-là parce que je travaillais avec mon beau-père, qui était le gérant de ce gars-là aussi. Oui. Et je dois dire que ma mère n'approuvait pas cette relation-là, mais il n'y a jamais eu de... Comme moi, je lui parlais pas plus que ça, j'avais pas d'intérêt. Oui, oui, mais à partir de quand il y a eu un intérêt? Et il s'est passé de quoi? Il vous a copulé au moins 2 fois? Vous Ben, avez moi, 2 enfants avec lui? il y a eu de l'intérêt quand il m'a envoyé un message sur Facebook. On est allé prendre un café, puis là, on a commencé à se voir. Bon. C'est quand j'avais 18 ans, ça. OK. À 18 ans, là, vous étiez prête. C'est ça, j'avais 18, lui devait avoir 26 ou 27. Je ne me rappelle pas exactement. 26, 27, quoi, l'écart d'âge grandit, là. Mais c'est parce que je ne le calcule pas en ce moment. Là, j'ai 26, puis lui, je pense qu'il a 31. Fait qu'il doit avoir 6, Ouais. 4, OK. 5 ou 6 ans de différence. Fait que là, à 18 ans, vous êtes devenu intéressé par ce type-là. Il vous a envoyé? On est allé prendre un café, Oui. c'est ça. Puis ensuite, on s'est revus quelques fois Oui. après mes quarts de travail. Donc, c'est seulement que le soir, pour moi, c'était rien de sérieux. Là. Oui. Ensuite, c'est devenu un peu sérieux. Ça a pris peut-être 4-5 mois. Finalement, Oui. ben, c'est ça, j'étais enceinte. Oui. Et il y a eu beaucoup d'hésitation à garder l'enfant. On n'en doute même pas. Écoutez, vous aviez quoi comme contraception lors des premiers rapports sexuels avec cet homme-là? Absolument rien. J'avais rien. Oh! Ok. José! Il se Je ne sais pas retirait, comment ça se fait que j'ai posé la question. Écoute, elle est devenue enceinte. Aucune je sais que c'était contraception. pas, ouais. Ben, ça faisait quand même quelques années, puis je n'étais pas tombée enceinte encore, donc Ben oui, heureusement ben, pour moi. je l'entends souvent, celle-là. Patricia, c'est pas sérieux. Eh boy. Puis vous n'êtes pas la seule, c'est plein. C'est sûr, puis je sais que c'est de ma faute. J'assume les conséquences, je m'occupe de mes enfants, je ne demande rien à Ben oui. personne. C'est mes choses, Ouais. ça. Oui. Eh boy. Quel contact les enfants ont avec leurs géniteurs? Très rarement, parce que cet homme-là est colérique, impulsif. Ben Malgré oui. qu'il a 31 ans, 32 ans, il perd toujours ses emplois. Ouais. J'ai un peu peur de le laisser seul avec les enfants parce qu'une fois, il a été violent puis il a menacé de se suicider pendant que j'essaie de quitter la maison avec les enfants. Ouais. Donc, présentement, j'essaie d'éviter les contacts, mais des fois, il va arriver chez moi juste comme ça et il voudrait avoir la garde, mais moi, tant que ça ne va pas en cours, tant qu'on ne va pas en médiation, Oui. je ne lui donne Patricia, rien. ça fait combien de temps que vous êtes séparés de cet homme-là? Ça fait 2 ans. 2 ans. Oui. Dernière relation sexuelle avec lui, ça remonte à quand? C'était au mois de novembre 2019. José, je n'aurai plus de questions. Je suis renversé. Vous avez C'était un compris, mauvais choix de ma Patricia? part, bien sûr. Oui, mais je n'appelais pas pour parler de moi. Je fais des mauvais choix. Je suis séparé puis je couche avec. Aïe, aïe. Patricia, cessez de vous mentir à vous-même. Donc, tant qu'elle est dans le sujet, est-ce que je peux vous poser une question? Vous convient, vous avez eu 2 enfants avec parce qu'il vous convient très bien. Mais la raison que je l'ai quitté, c'est pas parce que je ne l'aimais pas. Je l'ai quitté parce qu'il était colérique, parce que j'avais peur pour la santé de mes enfants. C'est surtout ça. Oui. Oh, on n'en doute même pas. Et vous avez copulé avec lui en novembre pour la sécurité de vos enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ben, c'est parce que quand je l'ai quitté, il est allé faire un suivi psychologique, il est allé voir un psychologue, il y a eu un diagnostic de TPL, il a commencé à prendre la médication. Donc, c'est sûr qu'il y a un changement à quelque part. N'est-il pas exact de dire que vous avez copulé avec lui au mois de novembre pour la sécurité de vos enfants? Ça, c'était plus parce qu'il m'a menacé de vouloir prendre la garde des enfants et qu'il pouvait, s'il voulait aller voir une avocate puis se ramasser avec 100% de la garde. J'ai aucune idée pourquoi il m'a dit ça. Je pense que c'était de la manipulation. Donc, je pense que j'ai eu peur. Donc, je me suis dit, je suis mieux de rester avec lui, surveiller qu'est-ce qui se passe avec les enfants que de le laisser avec ses parents et n'importe qui puisse faire n'importe quoi aux enfants. José, c'est plein de femmes comme ça à l'heure actuelle au Québec. J'entends, Patricia,
merci beaucoup d'avoir appelé pour démontrer un pourcentage de femmes actuelles. 28 ans, 26. 2 enfants, monoparentales. Mais j'essaie de trouver de l'aide aussi pour pouvoir avoir une bonne relation, les enfants et leur père, mais où est-ce que je suis présentement, à chaque place que j'appelle, il n'y a aucune aide. J'ai essayé de l'aider lorsque j'étais avec lui. J'ai essayé de faire fonctionner la relation, mais c'est rendu que j'ai dû quitter. Je suis partie avec les enfants. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Je suis allée voir une avocate. J'ai essayé de l'aider, mais à un moment donné, c'est que les trous dans les murs ne finissent plus. C'est Oui, les menaces. Patricia, pour quand prévoyez-vous la prochaine relation sexuelle avec lui? Jamais. Pardon? Il n'a jamais démontré des preuves qu'il allait mieux. Il me dit que lui veut voir les enfants. Je lui ai dit prends un rendez-vous en médiation. Est-ce que lui Prouve veut que tu es encore... suivi. Est-ce que lui veut encore une vie sexuelle active avec vous? Je pense pas. Patricia? Dernière fois que vous avez parlé de sexe ensemble, ça remonte à quand? Excusez, la question, c'est quoi? La dernière fois que vous avez parlé de sexualité ensemble, ça remonte à quand? J'ai aucune idée. Ça devait être en même temps qu'en mois de novembre. Pas depuis. Dois-je vous croire? C'est vrai. On n'a pas parlé de grand-chose. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il me envoie des messages, c'est pas concernant les enfants, mais non, on n'a pas parlé de sexualité. Attendez un peu. À chaque fois qu'il vous envoie des messages, C'est pour me montrer des choses qu'il a achetées ou des choses qu'il a fait au lieu de me demander comment les enfants vont ou de l'intérêt envers ses enfants. il est rusé, José. C'est un rusé. Mais Patricia sortait de Mais là. Mais je suis sortie de là. Ça fait 2 ans que je suis seule. J'ai mes choses à moi, à mon nom. J'ai mes enfants. J'ai la garde présentement. La seule chose que j'essaie d'avoir, c'est vraiment une façon de lui dire qu'il ne peut pas venir chez moi, qu'il ne peut pas voir les enfants, mais je me sens mal en tant que mère de prendre cette décision-là par moi-même. J'aimerais mieux que ce soit un juge qui puisse le faire parce qu'il me demande souvent de les prendre. Souvent. Je ne le laisse jamais seul. À quand remonte sa dernière visite chez vous non annoncée? C'était la semaine passée. Mais c'était pas arrivé depuis très longtemps. Oui. Ben, Patricia, avez-vous un autre homme dans votre vie? Non, parce que c'est difficile surtout en ce moment avec le COVID, mais même avant ça, vu que j'ai la garde à 100%, c'est difficile de faire garder mes enfants pour pouvoir aller sur des dates et rencontrer des gens. Patricia, il va réagir comment, notre bozo, quand il va apprendre que vous copulez avec un autre homme et que l'autre homme est chez vous? Ben, j'ai aucune idée, je vais pas lui ouvrir la porte. Il va réagir comment, vous le connaissez? Je sais pas, ça fait quand même 2 ans que je ne le côtoie plus, donc je ne sais pas. Non, vous mentez, là. Vous avez copulé avec lui en novembre. Puis vous échangez, là, des courriels, puis tout ça, puis... C'est très difficile de ne pas se mentir à soi. Ouais, là, ça coupe, Patricia. On va se quitter là-dessus de toute façon. C'est ce qui complète notre émission. C'est pas facile. José, dans ma clientèle, régulièrement, j'en ai des personnes qui me consultent comme Patricia, pour toutes sortes de raisons. Imagine-toi donc, c'est tout comme ça. Comment vous êtes devenu enceinte? Quel moyen de contraception vous avez? Je n'en avais pas. Ça faisait 2 ans que je copulais et je n'étais pas tombée enceinte. José, la moyenne de temps de copulation pour enfanter, pour être enceinte, c'est 2 ans. C'est pas 2 fois, c'est 2 ans. Ben oui, mais je me mets depuis 2 ans, mais je ne suis pas enceinte. Je ne prends pas de moyen de contraception. José, 2020, c'est-tu moi qui n'est pas correct? 2 choses en terminant. J'ai vu un sujet passer, puis ça pourrait être super intéressant. Je l'ai pris en note, là. Est-ce que nos parents influencent notre choix de partenaire? Dans ce sens-là, est-ce qu'on choisit notre partenaire? Est-ce qu'on cherche un de nos parents? C'est ça. Moi, je trouverais ça super intéressant de l'aborder. C'est Angélique qui amenait ça. Puis un autre point, on a Ricardo parce qu'on a un groupe Facebook. On a la page, on a le groupe.
Puis on est pas mal débordé, fait qu'on n'a pas tout le temps. Puis fait qu'il disait que ce serait le fun d'avoir un admin qu'on pourrait nommer. C'est une excellente idée en passant. Fait que si jamais, Ricardo, ça vous intéresse ou quelqu'un d'autre qui serait intéressé, ça, c'est juste pour vérifier là, qu'il n'y a pas de des propos haineux ou que garder un contrôle sur la page. Faites-nous signe, puis on pourra faire quelque chose avec vous. Écrivez-nous sur la page Facebook du Doc Mayou et José. Dans la messagerie privée. Oui, en privé, oui. Bon, bien parfait. Excellent. Fait que là-dessus, passez un excellent week-end, tout le monde. Salut. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne fin de semaine. Bye.